Pourquoi t'as pas mis ta cravate? Ouais, tu vas vite là-bas, s'il te plaît. Ah bah oui, c'est important. Il faut être présentatif. Puisqu'on touche la clientèle au particulier, donc une tenue est exigée quand même. Hein. Faut me virer cette échelle dans le bureau, là. Et la télé, c'est bien la télé? La télé, c'est pour occuper les enfants. Donc les enfants sont là, ils s'occupent. Nous, on s'occupe des parents et tout se passe bien. Car la vente d'une cuisine dure environ 3 heures. Il faut prendre les mesures, choisir l'électroménager, puis surtout convaincre le client. Un travail de longue haleine, alors les vendeurs de base sont épaulés par des animateurs. L'animateur, il accompagne le vendeur quand il a la solution avec le client, quand il est fatigué, quand il a moins la pêche. Eh bien, quand il a moins la pêche, eh bien, on le réanime, quoi. C'est l'animateur qui vient prendre le relais. Voilà. Serge Guyot leur verse un fixe de 3 500 francs et 6% de commission sur les ventes. Salaire moyen, 12 000 francs. Monsieur Guyot, là? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, écoutez, nous étions en recrutement, donc ça tombe bien. Je vais recevoir 2 candidats. Qui sont apprentis, qui veulent devenir vendeurs? Qui veulent devenir spatialistes, comme on dit chez nous. C'est-à-dire vendeurs de cuisine spatiale? Vendeurs de cuisine spatiale. Bonjour. Quelle est votre motivation à vouloir faire de la vente? Alors, mon circuit, j'ai été... Pardon, si vous pouviez parler un peu plus fort, c'est un peu plus facile pour la vente en plus, donc ça serait bien. Mon circuit, tout d'abord, j'ai été commerçant dernièrement. Oui. Commerçant en produits. Écoutez, je vous remercie. Et puis je vous rappelle. D'accord? Au revoir. Non, c'est pas du tout le profil de la boîte. Ouais, c'est pas du tout le profil, ça? Non, pas du tout, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui est... Très mou, très... pas de dynamique, pas d'enthousiasme. C'est pour ça que j'ai écourté l'entretien. J'ai une formation de dessinateur industriel mécanique. Dites-moi, vous êtes le profil idéal alors. Vous avez du technique et vous avez du commercial. Bon, mais écoutez, vous prépariez quoi comme diplôme? C'était un BEP, CAP BEP mécanique. Ben, vous avez en face de vous un ancien ajusteur outilleur. Donc, vous voyez que ça mène à tout. Voilà comment Serge Guyot est devenu vendeur de cuisine sur mesure. Un peu de technique et beaucoup de bagou pour développer un marché où tout reste à faire. Moins d'un Français sur 3 dispose d'une cuisine équipée. Il faut convaincre tous les autres qu'ils en ont absolument besoin, même s'ils s'en passaient très bien jusque-là. La vente, c'est d'abord ça. C'est d'abord faire rêver un client sur un projet qu'il n'imagine même pas et le concrétiser, c'est-à-dire convaincre qu'effectivement c'est chez nous qu'il va avoir le meilleur service. Vendre, convaincre, il y arrive plutôt bien. Serge Guyot possède aujourd'hui 3 magasins. Il se paie 60 000 francs net et l'ascenseur donne directement chez lui. On a pris effectivement un appartement assez grand, parce que j'aime les espaces. C'est peut-être aussi l'habitude des grands magasins. Vous savez, les grandes surfaces dans les magasins. J'ai besoin de mes aises, puisque je passe plus de temps dans mes magasins que chez moi. Donc quand je rentre chez moi, j'aime bien aussi avoir de la surface, quoi. Voilà. Pour témoigner du chemin parcouru, il garde comme de véritables reliques les bons de commande de ses débuts il y a 20 ans. 28 000 francs. Ses toutes premières ventes, il ne les a pas oubliées. 35 800. Pour sortir de cette première vente, vous êtes sur un nuage. Complet. La deuxième, la moitié du nuage, et puis la troisième, ça y est, on prend confiance et ensuite vous croyez effectivement. Je pense que après on détient la clé, on détient le secret. Alors quel est ce secret? Tout repose sur une méthode de vente. Elle est déterminante dans un secteur hyper concurrentiel, l'ameublement. Zone commerciale de Grenoble. Ici, on compte plus de 20 magasins de meubles, dont 8 qui ne font que de la cuisine. Et malgré cette concurrence, Serge Guyot réalise 20 millions de chiffre d'affaires. C'est 5 fois plus que la plupart des cuisinistes de la région. Vous avez mis au point une méthode que les autres n'appliquent pas. C'est ça un peu le secret de votre recette? Enfin, je dis pas qu'il l'applique pas. Je pense qu'il l'applique moins bien. Si nous faisons tous ces chiffres d'affaires, c'est qu'effectivement, nous devons avoir un beau magasin et des équipes de vente qui, effectivement, savent faire leur travail. Une bonne équipe de vente et un magasin de 800 mètres carrés, le rêve de toute une vie de vendeur de cuisine. Quand même, franchement, hein, j'en suis tombé amoureux. Et la méthode de vente, elle commence vraiment dans les coulisses. Voilà. 30% de notre chiffre d'affaires se trouve ici. Ici, c'est le démarchage par téléphone. Il attire plus d'1 visiteur sur 3.
Oui, bonjour monsieur, je suis Marie Dumas de la Société Spatiale à Grenoble et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre société vous a sélectionné pour vous permettre de participer à un tirage au sort. Alors c'est pour... Chaque magasin spatial pratique le télémarketing. Tombola, promotion, cadeaux. Pour faire venir le client, tous les arguments sont bons. Mais le patron ne veut absolument pas qu'on les entende. Non, couper, ça me plaît pas. Non, je veux pas qu'on capte ça. Qu'est-ce qu'il y a Parce qu'il n'y a pas assez de bruit, donc on va capter le message, ça me plaît pas. Il ne veut pas qu'on entende la réalité d'un dialogue argumenté avec un client. Oui, bonsoir monsieur. Du coup, vous n'en apprendrez qu'une petite partie. Tout démarre de cet ordinateur à gauche de l'écran. Il appelle automatiquement des milliers de ménages qu'il transfère ensuite à l'une de ses hôtesses. Elles ont réponse à toutes les objections qui vous empêcheraient de venir en magasin. Vous êtes locataire, vous ne souhaitez pas acheter une cuisine? Mais c'est pas un problème ça d'être locataire, nos cuisines sont déménageables. Le jour où vous partez, vous l'emmenez avec vous. Si je vous dis j'ai pas d'argent, ça m'intéresse pas. Je vous dis, mais écoutez, un plan et un devis, ça vous permet justement de savoir combien ça peut vous demander au niveau du budget. Si je vous dis j'ai déjà une cuisine toute équipée. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Peut-être quelque chose. Bon, je vais pas vous demander si vous allez la rénover, mais bon. C'est ça qui vient derrière, vous dites vous allez la rénover ou vous espérez la rénover? Oui, peut-être. C'est peut-être quelque chose que les gens comptent réaliser. Alors si je vous dis j'ai pas le temps de vous répondre, qu'est-ce que vous me dites là? Je vous rappelle. J'ai une bonne... Et elle vous rappellera, car en veste noire, il y a la responsable. Elle contrôle tout, depuis les arguments formulés par les hôtesses jusqu'à leur sourire. Un plan et un devis. Moi, j'essaye d'être toujours derrière pour justement leur donner le sourire quand elles ne l'ont pas, tout simplement. Mais au téléphone, ça se voit pas le sourire. Ça s'entend. Effectivement, ça se voit pas. Mais ça s'entend beaucoup. Pour y arriver, ce n'est pas compliqué. La surveillante n'a qu'à sourire face au miroir, et voilà le travail. C'est une étude personnalisée, c'est-à-dire un plan et un devis qui est gratuit et sans engagement de votre part. Ces moindres détails sont réglés dans un seul but, vous faire prendre rendez-vous avec un vendeur. Car à la clé, il y a pour la téléphoniste une prime de 500 francs quand 8 ventes auront été réalisées grâce à ces appels. Une prime impossible à décrocher si elle n'appelle pas au moins 150 personnes par jour. Bon messieurs, on va en réunion là. Allez, c'est parti. C'est parti, nous sommes samedi, c'est une grosse journée. Briefing des vendeurs, on examine les ventes de la veille qui n'ont pas pu se faire et qu'il faut rattraper. Malheureusement, j'ai pas réussi à le décider hier soir. Vous n'avez pas pu le convaincre, votre client. Dans le collimateur, Monsieur Marchand. Bon, Peut-être que vous manquez d'enthousiasme, je sais pas, ce matin vous n'êtes pas... Il fallait tout de suite, je pense... Alors aujourd'hui, le directeur des ventes lui met la pression devant tous ses collègues. Pas question de manquer un autre client. Lui faire faire ce pas. Allez, on y va. Objectif du jour, vendre au moins 4 cuisines. Dans le bureau d'à côté, le patron Serge Guyot se prépare aussi à sa manière. Alors, mes résultats... Il va regarder le chiffre d'affaires réalisé la veille par ses 2 autres magasins. Et voilà. Donc ils sont bien là. Alors ça, c'est le chiffre d'affaires. Quand ça va bien, tout va bien. Quand ça va pas, je fais ça. Et voilà, une de mes références. C'est pas la grande référence, mais c'est une référence. C'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà, quels que soient les problèmes qu'il a. Pour savoir un peu... C'est un bon vendeur, par exemple. Bien sûr. Bah enfin, il en a vendu des choses, hein. Voilà. C'est tout. Et voilà, tout est prêt. L'hôtesse est en place, les premiers clients arrivent, les enfants sont pris en charge. Tu veux rester jouer au jeu là-bas? Il y a des Lego là, on va y jouer. Et les vendeurs attaquent très fort avec le coup de la casserole. C'est vrai que je m'amuse à taper à plat. La casserole prend les chocs, pas la cuisine, on parle solidité. Je vois un petit volontaire, monsieur. Combien vous pesez? 65 kilos. 65 kilos. 65. Vous voudriez bien monter dans le tiroir, s'il vous plaît? Dans le jargon des vendeurs, on appelle cette méthode la déballe. Il faut en mettre plein la vue aux visiteurs et dans ce registre, Monsieur Marchand n'est pas en reste. Il reste à nulle pareil, alors. Hein. 19 mm d'épaisseur, 750 kg de compression au centimètre carré. Joue métallique, galet nylon, norme NF. Oh là, c'est moins garanti, là, dit monsieur. Si, bon, quand même. Voilà, attention, ils sautent dessus. Hein. Ah bah oui, ça fait pas autant de bruit jusqu'à 100 kg de charge. C'est la première des choses à faire pour montrer qu'on vend un produit qui est de qualité. Sinon, ça sert à rien. Et les clients sont impressionnés, là? Normalement, oui, en principe. Sinon, c'est qu'on a mal fait son travail. Mais combien valent exactement ces cuisines? On pourra peut-être demander à peu près combien ça vaut. Ce couple est venu uniquement pour avoir une idée de prix, mais le vendeur fait tout pour ne pas répondre. J'ai tout est relatif. Hein. Non, là, c'est du Michel. Si vous voulez, c'est un style Rochampi, ça fait un peu cuisine provençale. Bon, le prix, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est déjà d'une part
de réaliser une belle cuisine, de la penser, de la réfléchir avec eux, et après on se posera la question du prix à la fin de l'étude. À la fin de l'étude, jamais avant. Car pour éblouir le visiteur, on expose les plus belles cuisines et donc les plus chères. 80 000 francs hors électroménager pour celle-ci et jusqu'à 176 000 francs pour celle-là. Alors pour ne pas effrayer le client, sur les tarifs, on reste évasif. Une cuisine, ça coûte chez nous entre 15 000 et 150 000. Donc finalement, on va s'adapter en fonction du besoin du client et de ses possibilités. S'adapter, c'est-à-dire voir jusqu'où le client peut aller. On rentre alors dans la négociation. Et la méthode spatiale pour emporter la vente sur le champ, c'est de proposer fréquemment des remises aux prétextes les plus variés. Aujourd'hui, on invoque la présence de notre caméra. J'ai aucun problème. Ce qu'on va faire, du fait qu'il y ait des gens ici, etc. Aujourd'hui, je vais vous faire. La direction intervient à nouveau. Les remises, les promotions, encore un domaine qui doit rester mystérieux. La remise, un redoutable argument de vente qui a fait perdre la tête à la famille Munier. Cette cuisine qui ne vient pas de chez Serge Guyot, mais d'un magasin spatial près de Paris. Premier devis, 140 000 francs, les Munier sont découragés. Mais avec une grosse ristourne, le prix chute à 90 000 francs. Miracle, c'est exactement le budget qu'il s'était fixé. Alors, il craque. Là, c'est vraiment l'euphorie totale. Effectivement, c'est une affaire extraordinaire. C'est dans notre budget. On va faire vraiment des affaires. Et alors, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est l'argument qui vous fait signer tout de suite? Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire que la remise n'aurait pas été aussi importante, vous ne signez pas? Ah non, non. Mais jusqu'où le prix aurait-il pu baisser? Les Munier ont voulu le savoir. Alors ils retournent dans un autre magasin spatial, à Creil cette fois. Ils vont négocier une cuisine similaire aux mêmes mesures. Le premier devis reste identique, 140 000 francs. Mais le prix chute encore plus vite que la première fois. Une première remise nous amène à une somme de 61 000 francs. On a encore discuté et on était arrivé à 55 000 francs. Ils nous ont rappelé pour nous proposer 45 000 francs en prix définitif. Est-ce qu'il serait descendu encore? Voilà, telle est la question. Je n'en sais rien. Cette cuisine, ils auraient pu la payer 45 000 francs, mais ils avaient déjà signé à 90 000 dans le premier magasin. Comment les a-t-on convaincus? Nous aussi, nous avons voulu tester en caméra cachée l'habileté de certains vendeurs de cuisine. Première technique, on vous fait choisir les meubles sans connaître leur prix élément par élément. Avant le devis total, vous ne savez jamais où vous en êtes par rapport à votre budget. Tout est codé avec un mystérieux système de points. On chiffre toute notre cuisine en points. On va additionner les points, multiplié par un coefficient multiplicateur, ça va nous donner les prix en francs. C'est un peu compliqué. C'est compliqué votre affaire, ouais. On arrive à 4 981 points. On arrive à 4 981 points, tout à fait, de meubles. Ce qui vous fait toute votre cuisine, mobilier, électroménager pour uniquement 118 000. Franchement, je m'attendais à plus. Bon, ben on va... 118 000 francs, alors que nous avions annoncé un budget de 50 000 francs. Puis le vendeur prend un air de conspirateur pour nous proposer la même cuisine à prix réduit. Monsieur Mme Gauthier, est-ce que je peux compter sur votre discrétion? C'est-à-dire que ce que moi je pense, ce serait toute votre cuisine, peut-être qu'on l'a conçue, et si vous voulez, de la rentrer dans nos commandes que nous on a à prévoir pour nos futures expositions. Sans pour autant l'exposer, attention, ce serait une façon de commander. D'accord. Le coût de la cuisine d'exposition qu'on commande spécialement pour vous, un grand classique. La famille Munier en a déjà fait les frais. Car il y a une condition, il faut s'engager à signer immédiatement. Écoutez la suite du scénario. Sans ça, j'ai ni plus ni moins que le numéro 2 dans mon magasin aujourd'hui. S'il accepte, ce serait colossal. Maintenant, ce qu'il accepte, je vais être franc avec vous, c'est que lui, il n'attendra peut-être pas jusqu'à ce soir pour effectivement repartir. Oui. À ce moment-là, un autre vendeur prend le relais. Après un long suspense, il va nous annoncer le prix réduit de notre cuisine. Pour moi, je leur propose pour eux, effectivement. Et écoutez-moi bien, la cuisine complète à 55 000, 20 francs. C'est-à-dire TC livré, hors pause. 50% de réduction d'un coup, mais avec un acompte de 13 000 francs tout de suite, car le numéro 2 de l'enseigne va partir. C'est que si vous voulez, on a un numéro 2 à ce magasin. S'il décide dans 3 quarts d'heure de prendre sa voiture et de partir, bon bah c'est tant pis pour vous. Je veux dire par là, c'est qu'à 110 000 francs, je la ferai pas. Tant pis pour moi. On souhaiterait bien réfléchir, mais arrive la direction générale qui essaie à son tour de nous convaincre. Bonjour. Bonjour monsieur.
Voilà, c'est Monsieur Dupont. Bonjour. Je suis enchanté. À la direction générale. Bon, on vous laisse, on va voir l'ami. Très bien, merci. Tout a été tenté durant 3h30 pour nous faire signer l'achat sous couvert d'une remise de 50 000 francs, une pratique critiquée par la profession. Il faut que le consommateur soit très prudent vis-à-vis de ce genre de pratique, parce que quelque part, l'enseigne ou le point de vente qui va proposer ce genre de remise, vraisemblablement aura gonflé son prix avant de proposer cette soi-disant remise au client. Au magasin spatial de Grenoble, on dément pratiquer de telles méthodes. On dit aussi que vous faites des devis multipliés par 5 ou par 6 et que vous divisez par 2 après, pour offrir une énorme remise au client. Alors, je ne sais pas qui dit ça, puisqu'on n'en a pas encore parlé depuis le début du reportage. C'est pas le cas, puisque j'autorise une remise maximum de, allez, on va dire jusqu'à 15-20%, j'accepte une baisse de marge, mais au-delà, je le refuse. Donc le vendeur sait très bien que, de toute façon, il va avoir un problème avec sa commission s'il dépasse les normes. Pendant ce temps, notre vendeur, Monsieur Marchand, est en train de conclure sa vente. Rappelez-vous, celle qu'on ne nous a pas autorisé à filmer. Il y a bien eu remise, 25% et non pas 20% maximum, et le client a été convaincu. Et pourquoi vous êtes venu à Spatial? On nous a téléphoné. Oui, Oui, c'est pour les promotions. La promotion qui a été faite. Comme cela arrive fréquemment, Monsieur Marchand fait signer immédiatement un acompte. C'est habilement joué, mais il n'aurait pas dû. Si vous allez dans un magasin après avoir été démarché par téléphone, d'une part, vous bénéficiez de l'72 et donc, premièrement, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 7 jours et deuxièmement, on n'a pas le droit de vous demander quoi que ce soit comme acompte, comme versement ou même comme engagement ce jour-là. Et voilà, Monsieur Marchand a réussi la première vente de la journée. On applaudit M. Marchand, là, il a fait la première vente aujourd'hui. Ça plus dur, c'est la première. Après le reste. Cet après-midi, ils vendront 3 autres cuisines. L'objectif de ce samedi aura été atteint. Alors, les vendeurs de cuisine sont très efficaces. Il faut dire aussi que c'est un marché extrêmement concurrentiel où il y en a qui vivent difficilement. Il faut se battre sans arrêt sur les prix. Alors, des méthodes redoutablement efficaces. Sur ce plateau, Pierre Bellemare, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vendeur le plus connu de France. Vous vendez à la télévision. Vous avez été en France le père du téléachat. Vous avez déjà acheté des cuisines qui sont un peu parfois des de marchands de tapis. Hein. J'ai acheté plusieurs cuisines. La première, j'ai certainement subi un petit peu ce genre d'agression. La deuxième, on me l'a offert, donc je ne peux pas vous dire. Mais vous avez offert une cuisine? Oui, on m'a offert une cuisine, c'est un cadeau. Ça doit être un cadeau. Oui, sympathique, oui. Bon, donc vous l'avez acheté, vous avez négocié, vous avez eu le sentiment comme ça que ça partait d'un prix, que ça descendait? Oui, je connais bien le système. Je connais bien le système qui consiste à partir d'un prix très élevé et à descendre pour donner le sentiment qu'on fait une extraordinaire affaire. Mais je pense surtout, moi, ce qui m'a frappé dans le document qu'on vient de voir, là, c'est la mise sous pression, en fait, des vendeurs. Vous savez qu'on a accusé, il n'y a pas tellement longtemps, une autre entreprise, je ne sais plus quel était son nom exactement, d'être une sorte de secte. Et on a ce même sentiment quand on regarde certaines scènes dans cette société. Hein, par exemple, ils ont fait une vente, alors tout le monde est réuni dans une salle, tout le monde applaudit. Ce côté un peu mise en scène, ce côté un peu forcé, ce côté pression constante sur les personnes. Il y a une espèce de climat. Oui, ça les amène à faire un certain nombre d'actes qu'ils ne feraient peut-être pas s'ils n'étaient pas dans ce climat-là. C'est ça que je veux dire. On conditionne complètement ces vendeurs d'une certaine manière. Et surtout, on les conditionne énormément à la commission, puisque, si j'ai bien compris, ils ont 3 000 francs de fixe et le reste est entièrement à la commission. Et c'est là aussi où il y a une sorte de distorsion, vous voyez ce que je veux dire. Le jeu est-il équilibré? Maître Jérôme Franck, bonsoir. Vous revenez de Grasse où il y a eu ce grand procès de la vente par correspondance, 15 000 plaignants, vous étiez l'un des avocats des parties civiles, 15 000 clients qui estimaient avoir été abusés par des offres mensongères. Y a-t-il, dans le reportage que nous venons de voir, des moments où la vente vous paraît franchir la frontière de la légalité? Alors effectivement, il y a des procédés de vente qui me paraissent douteux. Je ne reviens pas sur le problème de la perception de la compte, mais j'insisterai sur 2 points. Le premier, c'est qu'on ne voit nulle part de prix. Ce que vous dites, la perception de la compte, c'était le fait de signer un chèque à la fin, alors qu'on avait été démarché à domicile par téléphone. On avait été démarché à domicile par téléphone. Dans ce cas-là,
faut pas signer. Pas de perception d'un acompte, possibilité pour se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat. Voilà. Par contre, sur le problème des prix, nulle part les prix ne figurent. Or, en matière d'étiquetage et d'information sur les prix, le décret de 86 en matière de meubles est très clair. Les meubles doivent être étiquetés et étiquetés même séparément. Aucun prix n'est donné. C'est là des contraventions qui peuvent être sanctionnées et imposées par la DDCCRF, par la Direction départementale de la concurrence et de la consommation. Des contraventions, ils peuvent risquer combien pour ne pas mettre les étiquetages? Contravention de 5e classe jusqu'à 10 000 francs d'amende, 20 000 francs de cas de récidive, cumul possible puisqu'il y a plusieurs contraventions. Et alors le fait de ne pas avoir d'étiquetage, c'est qu'on ne sait jamais où se situer, donc alors, on peut avoir l'impression de faire une bonne affaire, on ne sait pas. C'est un peu le jeu de la négociation. C'est le but du jeu, c'est de partir dans un univers où le consommateur finalement n'a aucune référence en termes de prix. Et alors, deuxième possibilité de le tromper, c'est qu'on va lui annoncer des remises énormes, rabais que le consommateur est incapable de vérifier. Alors comment ils s'en sortent en la matière? Justement, comme il n'y a pas de prix de référence, comme il n'y a pas de prix indiqué, le consommateur est incapable de savoir si ces rabais sont exacts ou non. Et là, il y a possibilité de sanctionner. C'est difficile parce qu'il s'agit d'affirmations orales, mais ça peut constituer le délit de publicité trompeuse. Alors, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent ça, c'est un jeu finalement. C'est un jeu de négociation, et puis bon ben voilà, tant pis, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, il y en a qui font de bonnes affaires, il y en a qui font de moins bonnes affaires, puis il y a que ceux qui disent c'est un rapport de force totalement déséquilibré, et d'ailleurs il y a une loi pour ça, il y a des sanctions, etc. Vous faiff partie de quel camp, Pierre Bellemare? Quand vous voyez ça, comment vous les voyez, ces vendeurs? Vous avez très bien dit qu'ils étaient conditionnés. Oui, mais je pense très sincèrement qu'il y a une certaine honneur du commerce. Bon, j'en suis tout à fait convaincu personnellement. Et donc je trouve que dans ces conditions-là, je crois qu'elle est un peu absente, quoi. Et on fait vraiment tout pour justement posséder le client. Et de cette manière-là, ce qu'on vient de voir d'ailleurs avec le fameux procès des 15 000 plaignants, c'était également ça. C'est un grand mépris du client. Et quelque part, je le ressens aussi là. C'est-à-dire que on se dit c'est un gogo qui rentre dans le magasin et on va essayer de posséder le gogo. Alors je sais qu'on a tous été gogo, je l'ai été le premier, c'est vrai, mais c'est très dur de penser qu'on peut être considéré aussi peu que ça. Voilà. Une dernière chose, c'est vrai que ce sont aussi des secteurs extrêmement bataillés, très très concurrentiels, où là, la bataille finalement fait qu'on franchit certaines limites pour gagner. Alors, il faut savoir que des méthodes de vente, on va en voir beaucoup tout au long de cette émission. Pierre Bellemare, vous restez avec nous. Il faut savoir que nous sommes tous des clients potentiels et les entreprises aujourd'hui veulent avoir de plus en plus d'informations sur nous pour savoir comment nous toucher. Un exemple, nous sommes tous fichés. Vous avez sans doute dans vos boîtes à lettres de plus en plus d'offres commerciales. Comment les entreprises connaissent-elles votre adresse? Que savent-elles exactement sur vous? Y a-t-il des moyens de se protéger de ces informations? Reportage de Mathieu Schwartz et Jean-Yves Cherpin. Il est 10h, le facteur vient de passer et Bernadette Lecartier ne se pose qu'une seule question. Combien? Ah, c'est décevant, quelques prospectus et juste 2 courriers publicitaires à son nom. La récolte est médiocre. Hier, par exemple, vous en aviez beaucoup dans votre boîte aux lettres? J'en avais 6. J'avais 6 publicités dans ma boîte aux lettres. Donc c'est une petite journée. Voilà, petite journée par rapport aux autres. Depuis quelques mois, Madame Lecartier garde absolument tous les courriers qu'elle reçoit. Des dizaines de publicités, jeux et promotions envoyés à son nom. Il y a certaines sociétés qu'elle connaît bien pour leur avoir commandé des articles, d'autres qui lui sont totalement inconnus. Je me demande parfois où ils vont chercher toutes ces adresses, parce que moi, j'ai jamais commandé ici, et je ne sais pas où ils ont mon adresse. Si Madame Lecartier a tant à faire avec sa boîte aux lettres, c'est parce qu'elle est fichée un peu partout. Et le plus important des fichiers, c'est l'annuaire des abonnés au téléphone. Vous ne pouvez pas y échapper, à moins de payer pour être en liste rouge. 25 millions d'adresses apparaissent dans les annuaires sous la forme papier ou sous la forme annuaire électronique. C'est donc le plus gros fichier de France. C'est un des plus gros fichiers. Je pense qu'il est comparable au fichier de l'EDF et au fichier des impôts, enfin au fichier des grands services publics qui traitent l'ensemble des Français. Mais contrairement aux impôts, France Télécom a le droit de louer votre adresse à toutes les sociétés qui le demandent, au prix de 32 centimes pièce. Seulement voilà, les informations de l'annuaire ne sont pas très intéressantes pour une entreprise. Un nom, une adresse, un téléphone, ça ne suffit pas à savoir si vous pourriez être un bon client. Les fichiers les plus intéressants, c'est dans le Nord qu'on les trouve. À quelques kilomètres de Lille sont regroupés les 3/4 des grandes sociétés de VPC, de vente par correspondance.
La Redoute, bonjour, Irène à votre service. Quel est votre numéro de cliente, madame? C'est madame ou mademoiselle? La Redoute, numéro 1 de la vente par correspondance, fait 100 000 factures par jour. Et chacune de ces commandes permet d'en savoir un peu plus sur vos habitudes. Votre nom, votre adresse, mais aussi ce que vous avez acheté, comment vous avez payé, le montant de vos achats. Voilà des informations que l'on conserve précieusement. Oui. Une bonne journée, madame. La salle des fichiers est protégée par un sas de sécurité, comme dans une banque. Sur ces bandes magnétiques, il y a les commandes des 8 millions de clients et des 7 millions d'anciens clients. Cette mine d'or d'informations sert d'abord à la société elle-même. Exemple, après avoir étudié son fichier, la Redoute a décidé que sur les 15 millions de noms, seuls 4,5 millions de personnes recevraient le catalogue blanc. Pour avoir été sélectionné dans le fichier Redoute comme étant un client potentiel du catalogue blanc. Donc si j'ai acheté un vélo à la Redoute, il y a peu de chances que je reçoive le catalogue blanc. Si vous n'avez acheté qu'un vélo, effectivement, c'est peut-être pas le catalogue blanc qui sera le premier catalogue qu'on essaiera de vous envoyer. Ce sera plutôt un catalogue sport et loisirs, si on en faisait un. Bien ciblé, c'est essentiel pour ne pas perdre d'argent. Un catalogue sans commande, c'est 35 francs de perdus. Un courrier, c'est 5 francs de perdus. Et la Redoute fait 270 millions d'envois chaque année. Mais ce précieux fichier, la Redoute ne se contente pas de l'utiliser pour elle. Elle accepte de le louer sous certaines conditions. Jamais à ses gros concurrents et jamais à des sociétés qui pourraient faire du tort à sa réputation. On a eu des exemples de sociétés de VPC qui faisaient aussi de la lingerie un petit peu, on va dire, un petit peu extrême. Bon, les adresses, on leur a pas loué. Hein. Des fichiers à louer, il y en a plus de 1200 sur le marché. Alors pour s'y retrouver, il y a des spécialistes. Stéphane Barthélémy est courtier en adresse. Bon. Par contre, pour se garer, ça va pas être simple. Quand une entreprise souhaite prospecter de nouveaux clients, il se charge de trouver les fichiers les plus intéressants pour elle. Bonjour madame, Stéphane Barthélémy, groupe Saint-Aune, j'ai rendez-vous avec monsieur Malka. Oui, monsieur, 3e étage. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec une petite société de vente par correspondance qui se lance sur le marché. Avec l'aide de Stéphane Barthélémy, monsieur Malka a déjà lancé 3 catalogues. Il cherche maintenant des clients pour son futur catalogue d'accessoires féminins haut de gamme, Princesse. Alors, on va attaquer là-dessus. Alors, Princesse, donc je vous reprécise la cible. Oui, on part dessus. Donc pour moi, c'est une cible de personnes qui sont âgées entre 25 et 40 ans, des femmes actives et qui sont très 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 attachées aux accessoires de mode. C'est-à-dire donc ce sont des femmes qui recherchent l'élégance et qui veulent avoir des tenues parfaites. À partir de ces critères, Stéphane Barthélémy a proposé une sélection de fichiers. Monsieur Malka fait son choix. Il y a Marie-Claire, mais je ne prendrai que 2 magazines. Oui, très bien. Ok. Oui, je suis d'accord avec vous. Cosmopolitan m'intéresse aussi. La seule revue qui pourrait m'intéresser en plus maintenant, c'est Casting. Ça peut être intéressant. Mais là aussi, il faut connaître davantage le détail des lectrices qui sont abonnées, d'où elles viennent, quels sont leurs revenus, etc. Par exemple, Jean-François Lazartigue. Non, c'est produit capillaire, donc ça ne me dit rien. Non. Non. Donc là, toujours Terraillon, il me plaît bien. Ça, je vous l'avais déjà indiqué. Oui. Alors, tout en nuances m'intéresse aussi parce que là, donc on voit, ce sont des acheteuses de vêtements chics et mode et qui correspondent parfaitement à la cible. Femmes de plus de 30 ans. D'accord. Vous avez vu le prix de l'adresse, hein, il est très cher. Hein. Je sais, mais j'ai tout de suite compris pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est une clientèle qui est très difficile à identifier parmi les autres acheteuses de VPC. D'accord. Bon, bah, très Monsieur Malka louera dans un premier temps un échantillon de 30 000 adresses pour 35 000 francs. S'il obtient plus de 3% de commandes, c'est que les fichiers sont bien choisis. Il louera alors la totalité des adresses. Merci. Au plaisir. Au revoir. Voilà donc comment votre nom circule de société en société. Client d'une marque, acheteur par correspondance, abonné à un journal, licencié d'un club de sport, chacune de vos habitudes peut intéresser un loueur de fichiers. Sans le savoir, Bernadette Lecartier est même inscrite dans le plus précis des fichiers. Grande enquête spéciale de la consommation, elle a trouvé ce questionnaire dans sa boîte aux lettres et elle a répondu. Étude des consommations, oui, j'ai répondu à des... Et pour vous, qui est-ce qui envoie ça? C'est le Régie des consommateurs, non? Non, pas du tout. Pourtant, direction des études... C'est une enquête sur la consommation. Alors. Pour vous, c'est une enquête sur la consommation? Oui. Pas du tout, ce ne sont pas des questionnaires d'organismes publics, mais de sociétés privées distribuées chaque année à plusieurs millions d'exemplaires. Des dizaines de questions qui concernent aussi bien vos produits préférés que votre mode de vie. Depuis quand avez-vous votre permis? Quelle marque de pâtes achetez-vous?
Utilisez-vous un bain de bouche? Quel est le poids de votre chien? Et derrière chaque question, il y a un enjeu commercial. Un petit caniche n'a pas du tout les mêmes consommations en termes d'aliments qu'un Doberman. Je sais pas, une marque comme César, par exemple, est très adaptée à des petits chiens, mais on ne va pas nourrir son Doberman avec des Césars. Où garez-vous votre voiture? Ça peut être intéressant pour, par exemple, les compagnies d'assurance. N'y a-t-il aucune limite? Certaines questions ont été refusées par la commission Informatique et Liberté qui surveille l'utilisation des fichiers. Les questions sur la lecture de la presse sont restées très générales, alors qu'au départ, nous avions souhaité poser des questions plus précises sur les titres de presse. Mais on pourrait éventuellement déduire de la lecture de certains titres des opinions politiques. Et ça, on vous a dit, c'est trop... C'est proche de la limite de la loi, oui. Vous avez d'autres exemples de questions comme ça qui vous ont été... Il y a des questions qui ont été jugées un peu intimes et non pertinentes, je dirais, sur la taille des serviettes hygiéniques pour les femmes. Enfin, je dirais que là, c'est anecdotique. La société Calix connaît ainsi les habitudes d'1 800 000 foyers. Son concurrent, Consodata, revendique pour sa part 1 200 000 adresses. Les informations de ces superfichiers sont ensuite louées à toutes les entreprises intéressées. Des informations qui peuvent valoir plus ou moins cher. Ouais, test et refrain. La fourchette varie entre 1 et 4 francs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une des plus chères et d'une des moins chères? En fait, ce qui vaut cher, c'est ce qui dure pas longtemps. Si vous me dites, je vais changer ma voiture dans les 3 mois, ça, on peut faire donner cette information ou commercialiser cette information pendant 3 mois. Donc l'information vaut 4 francs. Si vous dites, j'ai 2 enfants, c'est une information qui, a priori, est relativement immuable et qui durera assez longtemps, donc elle ne vaut qu'1 franc. L'avantage, c'est que l'on peut croiser les informations et constituer des fichiers sur mesure. Exemple théorique à partir des critères suivants: le sexe, l'âge, les revenus et le type de boisson consommée au petit déjeuner. Il n'y a plus que 7015 femmes de 20 à 25 ans dont le revenu est compris entre 20 et 25 000 francs et qui consomment du chocolat en poudre au petit déjeuner. Pour vous récompenser d'avoir répondu au questionnaire et d'avoir livré tant d'informations sur vos habitudes de consommation, on vous fait des cadeaux, des coupons de réduction. Mais chacun reçoit quelque chose de différent, justement en fonction de ses réponses, inscrites dans ce code barre. Une caméra ici, là, qui vient lire le code barre et qui va ensuite déclencher ou ne pas déclencher certains postes tout le long de la machine et qui va donc constituer un message complètement personnalisé pour chaque consommateur. Là, par exemple, il y a 2 postes café. Un poste avec des coupons de réduction et puis ici, il y a un poste avec un échantillon. Et donc, on remarque en dessous, ici, dans la machine, que chaque foyer ne reçoit pas les coupons de réduction ni l'échantillon. Vous voyez, celui-ci le reçoit et pas ceux-là. Ah, un petit détail quand même, si vous espérez des coupons pour vos produits préférés, vous allez être déçus. C'est moins intéressant pour la marque d'envoyer des coupons forts à ses propres clients, bien entendu. Donc en fait, on va recevoir surtout les coupons des produits pour lesquels on n'est pas client. On va recevoir des coupons pour les produits qu'on n'est pas client, mais qui correspondent à un univers de consommation qui est le sien. Si j'ai des jeunes enfants, je serais content de recevoir des coupons de réduction pour des couches culottes. Alors que si je suis retraité, ça ne présente pas grand intérêt. Donc le système permet de faire des offres qui correspondent vraiment aux besoins du consommateur. D'accord. Mais en revanche, je ne vais pas recevoir a priori les coupons des produits que je préfère. Vous n'allez pas nécessairement recevoir des coupons des produits que vous préférez. Alors, si on n'aime pas les bons de réduction, si on est allergique à la publicité, comment protéger sa boîte aux lettres? D'abord, ne jamais répondre. Plus on répond, plus son nom circule de fichier en fichier. Ensuite, même si vous répondez, vous pouvez refuser qu'on loue votre adresse. C'est très clair sur ce courrier de la Croix-Rouge. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire. Vous avez bien lu, c'est à vous d'écrire. Sur ce courrier, c'était écrit en gros caractères, c'est loin d'être toujours le cas. Mais je vois pas. Si, c'est là, en bas du bon de commande. Oui, tout à fait. Mais il faut vraiment avoir des yeux de 20 ans pour pouvoir lire ça. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais lu ce petit paragraphe. Et parfois, ça n'est tout simplement pas indiqué, c'est illégal, mais rarement sanctionné. Vous pouvez aussi vous protéger du côté de l'annuaire de France Télécom. On appelle ça la liste orange et c'est gratuit. Ce service nous engage, nous.
envers tout client qui en fait la demande, et ça lui est proposé à chaque fois qu'un client vient voir nos agences commerciales, de ne pas commercialiser ses coordonnées pour une utilisation de marketing direct. Mais le système le plus sûr, c'est la liste Robinson. On la trouve au siège de l'Union du marketing direct, un syndicat qui regroupe la plupart des sociétés qui travaillent par correspondance. Robinson, c'est la liste de tous ceux qui refusent de recevoir de la publicité. Vous voyez, ce matin, on a reçu, donc, pour le fichier Robinson, ces lettres, en disant, par la présente, je vous informe de mon désir de ne plus recevoir de publicité en général. Je souhaiterais donc que vous informiez l'ensemble des sociétés de marketing direct. Dès que vous êtes sur cette liste, toutes les sociétés adhérentes au syndicat vous font disparaître de leur fichier. Voilà, le fichier de spot publicité, c'est cette bande, et elle regroupe donc l'ensemble des gens qui ne souhaitent pas être prospectés. Et donc c'est cette bande qui est envoyée 4 fois par an à l'ensemble des sociétés adhérentes. Et aujourd'hui, il n'y a que 92 000 noms sur ce fichier des personnes qui ne veulent pas être fichées. Voilà donc quelques informations sur la façon dont nous sommes fichés. Pierre Bellemare, vous recevez beaucoup de courriers chez vous? Oui, pas mal, parce que ma femme... D'offres commerciales, oui, ma femme pratique des activités manuelles, artistiques chez elle, etc. Bon, elle aime toucher, manier la terre, le tissu, la peinture, etc., etc. Donc, elle a été vite repérée, en quelque sorte, et donc nous recevons beaucoup d'offres de ce genre. Et elle est contente elle est contente. Il y a des jours où on se dit, tiens, c'est qu'il y en a 25 aujourd'hui, ça fait beaucoup, ça fait un énorme paquet dans la boîte à lettres. Mais cela dit, il y a toujours un choix intéressant parmi toutes ces propositions. Donc, il faut savoir choisir, quoi. C'est un petit peu comme à la télé, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors en France, on reçoit environ, il y a des statistiques sur le nombre d'offres commerciales que l'on reçoit, à peu près 64 par an et par habitant en France, ça fait un peu plus d'une par semaine, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, 270 mailings postaux par an, c'est le terme anglais pour qualifier ces offres commerciales, et alors la France se situe auprès dans la moyenne européenne. Le fichier, c'est un outil de base pour un bon vendeur, Pierre Bellemare? Tout à fait, c'est indispensable. Quand on veut s'adresser à une clientèle qui est à distance, qu'on ne connaît pas, bon, le seul moyen de pouvoir repérer des clients qui vont peut-être adhérer aux produits que vous avez envie de vendre, c'est en effet de trouver le fichier qui correspond exactement à la cible que vous voulez atteindre, à la cible de votre produit. À la télé, vous en avez? Des fichiers, bien sûr. Nous avons le fichier de nos clients, tout simplement, qui représente pour M6, par exemple, environ 1 200 000 personnes. Oui, parce que vous avez fait longtemps le téléachat, enfin pas vous directement, c'est votre fils qui le présentait. Absolument. Mais votre société a été très étroitement liée à M6, à TF1 également. Alors, Sophie de Menton, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vendez, non pas en nous écrivant, mais en nous téléphonant. Vente par téléphone. Le téléphone, c'est un moyen, un outil efficace pour vendre? Formidable, c'est le seul média de vente directe, si je puis dire. Et puis, il faut dire que la télévision, par exemple, couplée avec le téléphone, va devenir le plus grand supermarché du monde dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on téléphonera et on aura accès directement aux produits. On a accès directement aux produits parce que quand on pense téléphone, on pense toujours à la démarche d'aller vers le client. Or, le client aujourd'hui a une nouvelle exigence. Il veut, lui, prendre son téléphone quand il en a envie et faire la démarche pour acheter de chez lui au moment où il le veut sur le produit qu'il désire. Alors vous, en attendant, vous n'êtes pas à la télé, donc vous appelez le client, vous allez vers lui. On fait les deux, oui. Vous lui téléphonez. On va voir d'ailleurs comment travaillent vos standards. Alors, vous avez une entreprise de 400 personnes. Là, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent, qui vendent pour vos clients des abonnements pour des magazines, des séjours divers. Ils sont payés en moyenne 40 francs de l'heure. Ils ont des moyens très perfectionnés par ordinateur. Ils peuvent répondre à toutes les objections possibles. Entre les différentes propositions, comme ça, tu permets le dialogue et tu assois plus facilement la réponse favorable. Calme un peu le truc, hein. Ils sont très encadrés. Qui marche le mieux? Ah, Sébastien, ça marche bien là ce soir. Allez, la place de cinéma est pour toi. Voilà, et alors toutes les carottes sont bonnes pour vendre, il faut pousser, les places de cinéma c'est efficace. Et il y en a encore une pour ce soir pour le meilleur vendeur. Hein. C'est très efficace, il faut motiver les gens. Je veux dire, il y a besoin de motivation, de dynamisation, c'est un métier difficile. Il faut donner, écouter, c'est généreux comme métier. Et je voudrais dire à propos de tout ce qu'on disait qu'il faudrait qu'on arrête un peu de se protéger. En France, on parle de protection, on a besoin de vendre, la consommation fléchit, et notre réflexe, c'est de se protéger. Moi, en tant que consommatrice, j'aimerais tellement qu'on veuille bien me vendre des choses. Je rentre dans une boutique, je demande quelque chose, on me répond d'un air tellement fier,
ah non, on n'a pas. Et il y a une espèce de satisfaction souvent des vendeurs de ne pas avoir. Je trouve qu'il faudrait arrêter cette protection par rapport à la vente. Vous ressentez ça, Pierre Bellemare, aussi? Vous qui êtes un vendeur né, vous... C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la même situation. Moi, je suis un vendeur qui ne voit absolument pas mes clients, puisque à la télévision, par définition, on ne voit pas notre téléspectateur. Par contre, eux me connaissent tous. Donc, mes relations sont à la fois très modernes avec le client potentiel et sont à la fois très traditionnelles, puisque si je fais une bêtise, si le produit que je vante n'est pas bon, c'est moi directement qu'on va engueuler et non pas une société un peu anonyme. Donc je suis directement en cause et en même temps, je bénéficie de mon image parfois, parce que quand même je dois aussi en bénéficier, par la confiance que je peux dégager et que je peux transmettre aux clients susceptibles de me commander. Vous savez faire, incontestablement. Enfin, mais je ne crois pas que c'est une question de savoir-faire. Je pense que le vendeur, très franchement, est d'instinct un vendeur. Qu'il puisse ensuite se perfectionner, c'est autre chose. Mais on a le talent de vendre ou on ne l'a pas. C'est comme le comédien, il a le talent pour jouer une pièce ou il ne l'a pas. C'est la même chose. Et alors au téléphone, le talent c'est quoi? Quelles sont les méthodes? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Ça a complètement changé. Il y a quelques années, il fallait vendre aux gens, il fallait argumenter, parler du produit. Aujourd'hui, il faut l'écouter. Le consommateur, le nouveau consommateur, il a envie d'autre chose, il achète même votre façon de vendre. Exemple Exemple, tiens, il y a une société qui loue des cassettes vidéo. Vous savez, vous appelez de chez vous à 7h, quand vous ne regardez pas Capital, ça peut arriver, et vous commandez une cassette vidéo. Et ils ont compris que les gens n'achetaient pas forcément le film qu'ils allaient voir, ils achetaient le plaisir d'être livrés, ils achetaient le service, ils achetaient le luxe de téléphoner, de se faire apporter quelque chose. Et donc, ils n'achetaient plus la cassette, quoi. Ils n'achetaient plus la cassette, et du coup, d'ailleurs, ils vendent des esquimaux. Et donc, quand vous téléphonez, on vous vend une séance chez vous. Et ça, c'est formidable, parce que je crois que dans l'acte d'achat, il y a aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus complet que la vente telle qu'on l'imagine, primaire et un peu brutale. Le téléphone, un moyen très efficace. Parfois, on vous raccroche au nez, non? J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être dérangés au téléphone pour qu'on leur vende des choses. On est chez soi, tranquille. Je vais vous étonner, on nous raccroche le nez peut-être une fois sur 1000. D'abord parce qu'on s'efface immédiatement. Non, mais au nez, on vous raccroche assez vite. Non, mais la proportion de ceux qui n'ont pas envie d'être dérangés. On abandonne immédiatement. Un consommateur, ça coûte très cher aujourd'hui. Il faut les fidéliser. C'est beaucoup plus important de fidéliser que de conquérir. Toutes les marques l'ont compris. Donc, il ne s'agit pas une seconde que... Donc, quand vous voyez que c'est foutu, vous... Ah, mais même pas. Je veux dire, quand quelqu'un n'a pas envie d'entamer cette conversation, c'est terminé. Et dès qu'elle est entamée, vous sentez que ça y est, ça a pris la proportion ensuite de ceux qui vont acheter, elle est importante? Elle est... Dès que la conversation dépasse 32 minutes, là, il y a le produit qui est important et ce qui va se jouer, c'est l'écoute. L'écoute du client et c'est le résister à tout prix à la tentation de se précipiter pour meubler le silence au téléphone et se dire j'ai 1 minute 30 pour tout dire. Oui, comment le traduiriez-vous, vous? Écoutez, je dirais que nous pratiquons surtout l'appel entrant, c'est-à-dire que nous recevons des appels téléphoniques. Et nous devons être, évidemment, et pour cause, puisque cette personne nous appelle, très très aimable avec cette personne qui vient pour commander quelque chose. Mais ensuite, cette personne peut être insatisfaite parce qu'elle n'a pas reçu cette chose dans le temps, parce qu'elle l'a reçue détériorée, ce qui arrive parfois. Elle peut avoir une raison d'être insatisfaite. Et elle va là appeler le service client. Et alors, comment discerne-t-on un bon service client? C'est le service client qui va recevoir cette réclamation, parfois extrêmement sévère, qui va réussir à entamer un dialogue normal avec la personne, qui va réussir à entamer ensuite une véritable conversation et qui réussira parfois à vendre un produit à cette personne qui venait pour réclamer contre ce produit. Un autre produit. Un autre produit. Ouais, ça, c'est pour vous le top. C'est le top, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une relation humaine, réelle, entre la personne du service client et cette personne-là, cette cliente qui n'était pas, ou ce client qui n'était pas d'accord au départ, s'est établi. Et à partir de ce moment-là, on a une très très grande fidélité de ses clients. Alors, des vendeurs toujours plus efficaces pour savoir ce qui nous attend. Rendez-vous dans un instant, la suite de cette émission, après une page de pub. À tout de suite. La télé sera-t-elle le magasin de demain? Exemple, en Italie. Comment sont formés les vendeurs américains? Là-bas, la vente est une religion. Primes, cadeaux, compétition. Comment motive-t-on en France les meilleurs vendeurs? Téléphoner ne sera plus jamais comme avant. Bouygues Télécom crée le forfait téléphonique sans abonnement. Comprenant 3 heures d'appels régionaux par mois. 3 heures. Désormais, vous téléphonez sans compter. Sans compter.
Télécom, téléphoner devient un sixième sens. Le réseau Bouygues Télécom se développe. Depuis le bassin parisien et la région Rhône-Alpes, appelez la France et le monde entier. Chanel. Numéro 5. Ma balance, je la voudrais ultra précise, mais aussi ultra plate. Oui, exactement comme ça. C'est Slimmer, la balance que Tefal a su rendre très mince grâce à l'électronique. Avec ses microcapteurs révolutionnaires, Slimmer ne se trompe jamais pour ne jamais vous tromper. La vraie précision, c'est Slimmer. Alors faites passer. Tefal, tu penses à tout. Désormais, on connaît le sexe des anges, ainsi que leurs petites faiblesses. L'onctuosité du fromage blanc sous la crème fouettée. Cher Vita, la gourmandise préférée des anges. Danone. Baume et Mercier, et moi. Ce café incomparable. Il dit qu'ici le café est sans pareil, qu'il ne connaît rien de plus doux. Et que si son arôme est tellement délicat, c'est qu'ici les caféiers profitent pleinement de la douceur du climat. Et ils ne sont pas les seuls. Ce café au goût si différent, c'est Bahia. Avec les grands crus de Jacques Vabre, découvrez le monde du café. La montagne, ça vous gagne. Canal Satellite, ça fait de quoi zapper hein? Sur Eurosport France, MCM, Canal J, Canal Jimmy, Voyage, la chaîne météo, c'est génial. Tiens, sur Planète, là, maintenant, là, je vais me faire un petit documentaire d'enfer. Et hop, on regarde quand ça repasse. Demain, 21h, crac, on éteint, et hop, on m'aide et on va changer la caisse du chat. J'y connais rien en chat, moi. Canal Satellite numérique, bienvenue sur la télé dont vous rêviez. Ben oui, ça fait trop mal. Et pourquoi c'est mieux pour les zones sensibles? Pas mal. Et pour les jambes? Tout ça en un seul appareil. Infinicire Variation de Calor. J'achète. Que vous soyez comme ci, ou bien comme ça, voire plutôt comme ci, ou même pas du tout comme ça. Après tout, soyez comme vous voulez. À chacun sa vie, à chacun son monospace. Mégane Scénic, nouvelle Twingo, nouvel espace. Du 2 au 14 décembre, venez les essayer et profitez des offres. Monospace Renault. Bienvenue. Canal Satellite vous offre 2 mois d'abonnement gratuit. Bienvenue sur la télé dont vous rêviez. Il était une fois... Le monde merveilleux des contes et chansons racontés par Brigitte Fosset, une collection à écouter, lire et chanter. Le numéro 1 en CD ou cassette, 9 francs seulement chez votre marchand de journaux. Ça m'a l'air bon. Passe-moi plutôt ma cocotte minute. Pratique ce nouveau système d'ouverture. Et comment je la ferme? Comme ça. Et pour ouvrir, j'appuie là. T'as tout compris? Clipso, c'est la meilleure des cocottes minutes. Seb, c'est bien. Au Japon, depuis près de 20 ans, les compagnies d'électricité utilisent les services de Kojima pour produire l'électricité dont les Japonais ont quotidiennement besoin. Pour fabriquer le combustible nucléaire, Kojima extrait l'uranium et l'enrichit. Ce combustible, une fois usé, Kojima le recycle. 10 grammes suffisent pour les besoins d'une famille en électricité pendant 1 an. Comme le Japon, de nombreux pays font confiance à la qualité des services d'un grand groupe français.
Cogema. Cogema, la matière première de l'électricité nucléaire. Aquaglisse Turbo, sympa le cadeau. Bon, j'ai compris le message. Allons. Chez Calor, on a donné à Aquaglisse Turbo la turbo-vapeur en continu. Ça, c'est du turbo. La semelle Super Glisse. Ça se conduit d'un doigt. Et la cassette anti-tartre. Bref, tout ce qu'il faut pour faciliter le repassage. J'aurais dû lui acheter plus tôt. Alors, personne ne prend autant soin de moi. Regarde, c'est dégradé parfait. C'est dégradé parfait. C'est velouté. Moi, je dis qu'un rendu comme ça, c'est une révolution. Le photoréalisme Canon. Il adore ça. J'adore ça. C'est ce que je disais. Une personne, une imprimante. Qui mieux que Canon pouvait inventer le photoréalisme? Canon. Les rois de la vente, deuxième partie, comment la télévision peut-elle devenir un magasin? En Italie, d'incroyables camelots accaparent des centaines de chaînes locales pour vendre des produits, et ça marche. Ce sont des stars, les gens sont ravis, ils achètent, et les entreprises aussi, parce qu'elles peuvent écouler ainsi leurs marchandises. Reportage de François Ducroux. Il y a 15 ans, il vendait des aspirateurs au porte-à-porte. Aujourd'hui, c'est une star de la télé. Voici l'histoire du vendeur le plus célèbre d'Italie, le moustachu mythique, alias Roberto. No, io con questi soldi vi faccio comprare ciò che voi avreste desiderato, ma non ci sareste mai e poi mai arrivati. Altrimenti che baffo nel cavolo sarei. Si vous allumez votre télé, vous ne pouvez pas le rater. Moi j'ai 30 heures d'antenne par jour, ici, là ou là. 30 heures par jour, c'est possible, car des télés en Italie, il y en a beaucoup. Pas moins de 900 chaînes locales. Je suis diffusé sur 107 chaînes. Là, je vends ce produit. Mais si tu zappes, tu vas me trouver sur une autre chaîne en train de vendre des montres. Et si tu zappes encore, ce sera un blouson. 119.000! È assurdo! Nel regno della pizza mondiale! Evviva Napoli! Avanti, destra e sinistra, avanti! Ma certo, tutti! Roberto est capable de vendre n'importe quoi. Son truc, c'est de hurler à la limite de l'asphyxie. Dovreste usarla come sdraio per darvi l'idea quale sagoma! En Italie, les gens croient que j'ai de l'asthme. Ce défaut est devenu une caractéristique importante. En fait, vous n'avez pas d'asthme. Mais non, penses-tu, je joue au football. Simplement, quand je crie comme ça, c'est pour mieux convaincre. Et pour mieux vendre aux ménagères italiennes, Roberto cultive une image de camelot populaire. Pas question d'étaler ses richesses. Il y a 15 ans, il gagnait l'équivalent du SMIC, aujourd'hui 500 000 francs par mois, mais il habite toujours un pavillon de banlieue sans histoire. Ses loisirs, la pêche et le baby-foot, ses signes extérieurs de richesse, il préfère les laisser au garage. Ça, c'est une Mercedes SL. Je sais pas si ça te plaît. C'est une 500 coupée, mais enfin, je l'utilise très peu. En plus, en ce moment, j'ai une petite voiture, la dernière Ford. Ils me l'ont offert pour faire de la publicité. Et par contre, ça, c'est bien pour aller à la pêche. Tu vois, pour aller à la pêche, c'est super. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être seul et tranquille. Dès que j'ai un moment, je vais pêcher sur le fleuve. Comment le petit vendeur d'aspirateurs est-il devenu une star en Italie? Ne cherchez pas les grands studios, les paillettes et les sunlights. Le système Roberto se cache à 30 km de Milan, dans le petit village de Treviglio. Les écoliers sont ravis d'avoir toujours parmi eux le bonimenteur le plus sympa de la télé. C'est ici qu'il a enregistré ses premières ventes en 81. Malgré son succès, il n'éprouve pas le besoin d'aller voir ailleurs. C'est pas une chaîne de télé, c'est juste un petit studio d'enregistrement. Et c'est là que j'ai fait ma première émission il y a 15 ans. J'aime beaucoup cet endroit, c'est un peu ma maison.
Pour vendre à la télé, nul besoin de dépenser des millions en production. Au fond d'une arrière-cour, un petit studio artisanal, comme il y en a des centaines en Italie. Le plateau d'enregistrement, c'est une pièce minuscule de 8 mètres carrés, avec 2 petites caméras et une régie rudimentaire. En Italie, tout le monde peut vendre à la télé. La télé n'est pas considérée comme un tabou, comme quelque chose d'inaccessible. Celui qui croit vraiment à son produit, qui y met toute son âme, il peut y arriver. Bon, il lui suffit d'investir 6 000 francs pour la production et encore 6 000 francs pour passer à l'antenne pendant une semaine, et il peut tenter le coup. Aujourd'hui, Roberto enregistre une vente de 20 minutes sur cet assortiment de casseroles. Il l'a déniché chez un petit fabricant italien. Le produit n'a pas de marque, qu'à cela ne tienne. En 2 minutes, Roberto va lui trouver un nom, Poker Cook. Bello, Poker Cook. Capito come s'appelle? Poker Cook. Je n'ai pas important comment s'appelle sto cazzo de merti, ma... Pour se chauffer la voix, une petite imitation du pape. Fratelli, anche oggi il nostro caro Giovanni. Et c'est parti. Ora che ci cominci iniziamo un'altra diretta televisiva. Poker Cook. Bene. Quanto mai potrebbe costare? Quanto potrebbe costare un sistema da cucina veramente così completo? Boh, pronti? 69.000. 69.000. Ces casseroles qu'il vend 230 francs, Roberto les a payées 80 francs. Comme n'importe quel commerçant, il a ses frais. La différence sert à payer son magasin, sauf que lui, son magasin, c'est la télé. À l'arrivée, il lui reste un bénéfice confortable, 30 francs par poêle. Si fa tutto! Il genio italiano è un prodotto italiano, è un mitico prodotto, è una grande idea. Ok, buona, ferma tutto che registriamo. Pensiamo di vendere almeno... Je pense en vendre au moins 6 à 7 000 exemplaires par mois. On va d'abord l'essayer sur 3 ou 4 chaînes. Si ça marche pas, on arrête aussitôt. C'est pas la peine d'insister, un produit qui plaît pas aux gens, on le sait tout de suite. Mais si ça marche, on le diffusera sur une centaine de chaînes. À lui seul, Roberto fait chaque année le chiffre d'affaires d'un supermarché. Et pourtant, ses locaux sont réduits au strict minimum. Dans un hangar anonyme sur une zone industrielle, voici le siège de sa société. Roberto. Ciao. Bonsoir. Voilà, alors l'émission qu'on a enregistrée, on en a fait des cassettes qu'on envoie aux chaînes de télé. Elles les diffusent avec notre numéro de téléphone et le téléspectateur n'a qu'à appeler pour commander le produit. Aujourd'hui, ce sont des montres. À chaque fois que l'émission passe, les standardistes reçoivent un appel chaque seconde. Il n'y a plus qu'à remplir le bon de commande. Ici, on ne prend pas de risque, il n'y a pas de stock. Voici les montres qui seront livrées par la poste. Roberto se réapprovisionne chaque semaine en fonction du nombre de commandes qu'il a effectivement reçues. Monsieur Sassi, c'est le fournisseur qui importe ces montres de Hong Kong. Il vient justement aujourd'hui de livrer la cargaison de la semaine. Combien de montres m'as-tu apporté? 6, 2, 8, ça fait 10 000. Ces 10 000 montres, il faudrait des mois pour les vendre dans un magasin. Grâce à la télévision, Roberto les écoulera en moins d'une semaine. Des bijoux, des meubles, des appareils de musculation, on peut tout vendre à la télévision italienne. Les 900 chaînes locales en ont fait leur fonds de commerce. Elles diffusent jusqu'à 5 heures de téléachat par jour. À des tarifs défiant toute concurrence, moins de 200 francs la minute. Tout le monde s'y est mis. Le téléachat à l'italienne, c'est aussi le paradis des petits patrons. Là, c'est le garagiste du coin qui propose ses voitures d'occasion. Il y a encore les directeurs de cette PME qui viennent en personne nous vanter les mérites de leur toute nouvelle serpillière. Aujourd'hui, tous les commerçants d'Italie peuvent devenir présentateurs de télé. Exemple Walter Quaroni, promoteur immobilier. À la télévision, je vends de l'immobilier et du tourisme.
Je vends beaucoup de Kenya, de la Côte d'Azur et pas mal d'Espagne. Monsieur Quaroni utilise lui aussi les services d'une petite société de production. Buongiorno. Ciao Paolo Goglio. Ciao. Ciao. Aujourd'hui, il vient comme chaque mois enregistrer son émission de vente. Comme d'habitude, il n'a rien préparé. Pour lui, la meilleure façon d'être naturel, c'est encore l'improvisation. Aujourd'hui, tu m'as préparé quoi déjà? La Grande Canarie? Ok, ouais. C'est combien de temps? 10 minutes? 10 minutes, ok. Monsieur Quaroni fait les choses en grand. Il s'est carrément inventé une émission Casa Italia, la maison italienne, qu'il anime façon présentateur de journal télévisé. Bonjour les amis de Casa Italia. En ce moment, l'Italie est sous une température quasiment polaire, alors que dans les îles Canaries, nous avons environ 25 degrés. Ça commence par la météo, mais l'information du jour, c'est qu'il a 60 appartements à vendre dans les Canaries. Grâce à ce spot qu'il va diffuser sur une dizaine de chaînes, il va tous les caser en un mois. Sans la télé, ça aurait pris un an. Aujourd'hui, notre promoteur réalise 100% de son chiffre d'affaires par le petit écran. Il n'a même plus besoin d'avoir une agence avec pignon sur rue. Si je devais avoir un grand bureau avec plein d'employés, des téléphones, des fax et le reste, ça me coûterait beaucoup trop d'argent. Alors que là, le client m'appelle, on fixe un rendez-vous, je l'emmène aux Canaries, ça lui plaît, il signe et puis c'est fini. Mais le promoteur et ses chaînes locales, ça reste de la vente à petite échelle. Alors qu'ici, au siège d'une des télés de Berlusconi, on ne fait plus dans l'épicerie, mais dans le grand magasin. Cette émission, c'est le juste prix, version italienne. La présentatrice, Iva Zanicchi, une ancienne chanteuse populaire. Au beau milieu de son émission, elle va se transformer en super vendeuse devant 3 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on vous propose un matelas, un sommier et une paire d'oreillers pour moins de 1000 francs. Appelez au numéro inscrit à l'écran. On est très loin du petit studio de Roberto quand Iva enregistre une séquence de vente, comme ici pour une marque de fromage sous plastique. Ça mobilise 30 personnes et ça coûte 100 fois plus cher. C'est extraordinaire. Regardez, ça s'appelle Grand Mix. Et ça donne du goût à toutes vos entrées, vos crudités. Des ventes comme celle-là, Iva en fait toutes les semaines, sans état d'âme. Ça lui permet de doubler son salaire. Mais je le fais avant tout parce qu'il me paie. Ah, il paye bien, hein. Et puis je trouve ça normal. Nous sommes sur une chaîne commerciale qui vit de la publicité. Alors, l'animateur qui vient travailler ici sait qu'il devra faire des ventes. Et si c'est bien fait, ça n'a rien de dégradant. Approchez, messieurs, dames, pour vendre, on peut même vous faire du grand spectacle. Lui, c'est Fiorello, le Arthur italien. Son émission Super Karaoké, 3 millions de téléspectateurs. Il est 21h et Fiorello nous a réservé ce soir une petite surprise. Bene, allora, linea all'incredibile estate Citroën et les jeux sont faits, rien va plus. Belle France, voilà Citroën, vai Fiorello. Eccomi, ciao, benvenuti a questa incredibile opportunità per voi perché potrete comprare 2 macchine, il numero lo vedete già in sovraimpressione e siamo a casa Citroën Milano e io ci ballo sopra perché adesso potrete... But de l'opération, vendre une AX série spéciale Fiorello du nom du présentateur. Plus que du téléachat, c'est en fait une publicité format géant pour Citroën. Bien sûr, aucune voiture n'a été définitivement vendue ce soir-là par téléphone, mais dans les semaines qui ont suivi, 3000 AX Fiorello ont été achetés en Italie. La campagne a coûté 10 millions de francs, plus le cachet de Fiorello qui a touché de quoi s'acheter une Mercedes. Des stars du petit écran aux commerçants du coin, tout le monde peut vendre à la télé italienne. Et pour se faire remarquer, tous les excès sont permis. Dans ce petit village de Lombardie, en voici un qui l'a bien compris. Franco Bertocchi, marchand de meubles, a fait fortune. Vous voyez, ce complexe fait 14 000 mètres carrés. Eh bien, quand on a commencé, il y a 15 ans, on avait juste le petit bout là. Et depuis, on a tout acheté. Et tout ça, c'est grâce à la clientèle que nous a apporté la télévision.
De la vente à la télé, il en fait depuis le début des années 80 sur les chaînes locales. Et le résultat est là. En quelques années, Franco Bertocchi a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Sa recette est simple, il faut en faire des tonnes. Alors il vend ses meubles avec la complicité d'un ami célèbre, Roberto. Son truc, c'est de briser les meubles qu'il ne juge pas dignes de son magasin, au risque de passer pour un fou furieux. La personne qui est chez elle avec sa télécommande, tout d'un coup elle voit ça. Elle se dit, c'est un fou. Et pourtant elle va venir ici, par curiosité. Non sono mobili per la vecchia Finlandia. Nous, on est à 20 km de Milan. Les Milanais, 2 millions de personnes. Ils ne savent pas que dans ce petit village, il y a un grand magasin de meubles. C'est moi qui leur dis à la télévision. Alors le Milanais, il arrive ici, il ne va plus acheter ses meubles dans le centre de Milan, il vient ici en se disant, on va aller voir qui est ce gars-là. Et le client n'est pas déçu du voyage car dans le magasin, le show continue. Grande qualità, capito? Questa è qualità, qualità. Questi è ok, molto ok. Vedi qua. Cioè, non bello mobili, tutto. Questo è grande, è un grande. Ses concurrents le traitent de fou, mais il s'en moque. Ses clowneries ont fait de lui l'un des plus gros marchands de meubles de la région. Prodotti di qualità. Au pays où le plus grand des magasins, c'est la télé, pour bien vendre aujourd'hui, il faut faire du spectacle. L'important, ce n'est plus le produit, c'est le vendeur. Pierre Bellemare, on vous trouve... C'est merveilleux. Vous êtes presque timide, vous ne montez pas sur les canapés, oui, on vous trouve un peu timide. Oui, mais ce pays permet ce genre de choses, si vous voulez. Il y a une relation entre les individus en Italie qui n'existe absolument pas en France et qui permet ce genre de choses. Roberto, c'est un personnage qui est devenu, j'en suis certain, une vedette dans son pays. Ah bah on voit bien les enfants qui sont là. Ces outrances, cette manière de parler toujours en hurlant, c'est assez étonnant. Cela dit... Vous auriez adoré faire ce que vous faites en France, le faire là-bas en Italie? Non, parce que je serais incapable de faire ça d'abord. Je ne sais pas faire. Mais je remarque une chose quand même, c'est que lorsque l'on veut être convaincant, lorsque l'on est seul devant une caméra, on a à vendre un produit dans lequel on croit. Bon, parce que c'est très difficile et même impossible, je le crois très sincèrement, de vendre un produit dans lequel on ne croit pas. Bon, car la télévision ne peut pas tromper. Votre visage reflète tout de suite si vous êtes sincère ou si vous ne l'êtes pas. Vous choisissez les produits que vous vendez? Ah, uniquement. On en achat, on ne vend que ce que l'on choisit. Donc vous en écartez certains? Alors, bien sûr, 50% de ce que proposent les acheteurs spécialisés qui viennent nous proposer des choses sont écartés et nous ne prenons à peu près donc la moitié des propositions. Mais j'ai remarqué, lorsque l'on veut être convaincant, eh bien, tout naturellement, on force la voix. Et Roberto n'a pas fait autre chose que d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'aller à l'outrance absolue, de hurler, ah oui, c'est comme ça, bon, et ça marche? Oui, et ça marche. Il n'est pas cardiaque, parce qu'il faut tenir pendant des minutes et des minutes. Mais je comprends, et l'Italien analyse très bien que c'est une parodie, quelque part. Mais ce qu'il faut, c'est que Roberto vende des produits qui soient valables. Il faut que ces casseroles que l'on a vu vendre soient de bonnes casseroles. Même s'il a un bon bénéfice dessus, tant mieux pour lui. Mais cela dit, il faut qu'elles soient bonnes. S'il a un retour colossal, car n'oublions pas que c'est ça le grand problème de la vente à distance, c'est que si vous n'êtes pas satisfait de l'objet, vous le renvoyez. Et si le pourcentage de retour est par trop élevé, c'est la ruine complète pour la maison qui pratique ce genre de commerce. Quel est votre pourcentage de retour chez vous? Il ne faut pas avoir plus de 2 ou 3%, c'est tout. Ah oui. C'est extrêmement faible. Donc 1 sur 50. Voilà, 1 sur 50, voilà. Vous n'avez jamais hésité à casser quelques codes en affichant clairement votre côté camelot à l'antenne. C'était un petit peu dans un pays comme la France, où, comme vous le disiez tout à l'heure, les vendeurs ont parfois une mauvaise image. Comment vous l'avez vécu? Vous l'avez vécu? Alors, je vais vous dire, ça a été très très mal ressenti par mes amis, par mes proches. Lorsque j'ai démarré le téléachat avec TF1 en 1987, et grâce, je dois dire, à l'énergie de Patrick Lelay qui voulait vraiment lancer cette méthode de vente en France. C'est le président de TF1. Oui, c'est le président de TF1 et qui s'opposait à l'époque à la loi, à tout, puisqu'il n'y avait rien. Il y avait ce qu'on appelle un vide juridique. Bon. Eh bien, lorsque j'ai lancé donc le téléachat, mes amis, d'autres producteurs, je sentais une réticence, un éloignement. On disait, mais qu'est-ce qu'il était faire là-dedans? Mais c'est épouvantable. Et puis un beau jour, un an s'est passé,
Et puis, Le Monde a fait un article sur le téléachat, en faisant remarquer que le téléachat avait dégagé 200 millions de chiffre d'affaires dans la première année. Et d'un seul coup, je suis devenu le créateur d'une entreprise, d'une nouvelle méthode de vente qui n'existait pas en France jusque-là. J'ai créé des emplois, parce que c'est vrai que nous avons créé beaucoup d'emplois, et la situation s'est complètement inversée. Vous avez permis à des gens de vendre, voilà, un peu comme en Italie, on voit des gens qui, grâce à ça, ont accès... si vous voulez, en France, ce qu'on reproche, c'est d'être épicier, mais pas directeur de supermarché, en quelque sorte. Voilà, c'est assez curieux, mais c'est ainsi. Enfin, dès que ça a un caractère vaguement industriel, vous voyez ce que je veux dire, là, on reprend sa dignité. Alors que moi, ce que je considère comme le vrai vendeur, c'est celui qui vraiment, par sa conviction, arrive à vendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Le téléachat, tout de même, en France, vous n'avez pas le droit de citer les marques, alors vous facilitez beaucoup les produits importés, ces produits qui viennent d'Asie, beaucoup. Vous êtes un peu un fossoyeur de... Non, pas du tout. Non, ne dites pas ça. Il y a beaucoup de produits. Non, il y a des produits qui viennent d'Asie, comme il y en a sur tous les marchés. Ouais. Mais ce n'est pas à cause encore plus dans les produits que vous vendez au téléachat, parce qu'ils sont... C'est une forte proportion de produits importés, quand même. Oui, mais pas forcément d'Asie, comme vous le dites. Le produit qui est la plus grosse vente du téléachat actuellement sur M6, c'est un produit qui est fabriqué par les Anglais. Donc vous voyez, c'est pas du tout un produit qui vient d'Asie. Aujourd'hui, le téléachat est beaucoup moins développé en France qu'en Italie. Il n'est pas du tout, même. Ouais, 800 millions, c'est le chiffre d'affaires du téléachat en France. Oui. Faible. En Italie, il est plus important. Et alors, aux États-Unis, ça, c'est le premier pays du téléachat. 12 milliards, un chiffre d'affaires 15 fois supérieur. Parce qu'il y a des chaînes qui ne font que cela. Voilà. Alors, ce qu'on ne fait pas encore en France. Pourquoi est-ce qu'en France, d'après vous, pourquoi est-ce que le téléachat n'est pas plus développé? Qu'est-ce qui Alors, je pense d'abord que toutes les formes de marketing direct ne sont pas développées en France par une frilosité absolument extraordinaire. On parlait tout à l'heure donc de ce téléphone, mais bien sûr, il y a le message, bref, que vous avez vu d'ailleurs dans votre reportage en Italie, c'est-à-dire le message de direct marketing qui vient en même temps que la publicité en quelque sorte et qui vend directement un produit. Nous, ce n'est pas possible de le faire en France. Et puis finalement, il y a cette chape de plomb qui recouvre en général cette profession de vendeur. Et c'est vrai qu'un animateur italien n'hésite pas à aller faire un spot qu'on a vu très coûteux pour Citroën, n'hésite pas donc à se mouiller. Je vois mal, même s'il avait envie de le faire, même s'il ne trouve pas au fond de lui-même ça honteux, je ne vois pas Michel Drucker faisant ça en France. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça lui serait terriblement reproché par l'ensemble du milieu et par son public certainement. Est-ce que la motivation de l'argent compte aussi? La motivation, vous voulez dire du gain? Oui, du gain financier. Vous savez, tout vendeur doit être intéressé à ce qu'il vend. Sinon, il n'y a pas de motivation réelle du vendeur. C'était un moteur important pour vous? Le moteur essentiel, non. Le moteur essentiel, je ne dirais pas ça. Mais ça fait partie de la démarche. Et je pense qu'il est impossible d'imaginer un acte de vente sans qu'à un seul instant, la personne qui vous vend quelque chose soit intéressée à ce qu'elle vous vend. Ça me paraît tellement absurde, d'ailleurs, que je ne comprends pas qu'on puisse imaginer le contraire. Pierre Bellemare, merci. On va aller un petit peu aux États-Unis, parce qu'alors là, tout ce que vous venez de dire sur ces motivations de la vente, cette culture de la vente, là-bas, c'est plus qu'une culture, c'est presque une religion. Ils sont 3,5 millions de vendeurs américains à sillonner le pays, à chercher à être toujours plus efficaces et à être toujours plus performants. Alors ils ont des méthodes, ils en cherchent, et un homme l'a compris, il s'appelle Tom Hopkins. Il a créé un camp d'entraînement commercial qui est aujourd'hui le plus réputé d'Amérique. Un camp assez étonnant, vous allez le voir. C'est un reportage de Guy Lagache. Les gens ne vous donneront pas leur argent si vous ne les mettez pas en. Donc quand vous vendez un produit, vous devez mettre votre client en. Vous n'avez qu'un seul but. Votre comportement doit effacer leur et les mettre en. Ne suscitez jamais là, mais là, pour qu'il ne soit pas. Et le client vous donnera ce qui est notre motivation, l'argent. L'argent comme motivation première, voilà ce que Tom Hopkins enseigne à ses élèves. Plus qu'une devise, c'est une philosophie. Aux États-Unis, pour les vendeurs, c'est un dieu, le dieu de la vente. À 27 ans, Tom Hopkins a fait fortune comme simple vendeur dans l'immobilier. Depuis, c'est aux autres qu'il apprend à vendre. Il a aujourd'hui 52 ans, il est riche, très riche, il est millionnaire en dollars. Il vit dans ce quartier huppé de Phoenix en Arizona. Rien que sa maison vaut 10 millions de francs. Moi, je dis à mes élèves qu'un bon vendeur doit gagner au moins 500 000 francs par an. Le champion des champions, lui, doit gagner 10 fois plus. Mais ça, c'est pour l'élite.
Pour les meilleurs. C'est-à-dire 5 millions de francs? Oui, 5 millions en tant que vendeur. Et vous êtes le champion des champions. Et vous, c'est ce que vous gagnez? Moi, je gagne plus, mais je ne vous dirai pas combien. Les adeptes de Tom Hopkins, il y en a partout aux États-Unis. Il a converti plus de 3 millions de vendeurs. Nous voici à Daytona Beach, en Floride. C'est ici qu'habite Rudy Hoffman. Il a 39 ans, marié, pas d'enfant, mais 4 caniches. Rudy est représentant en assurance vie, c'est un indépendant. Il gagne pour l'instant 25 000 francs par mois. Allez, on y va. Rencontrer plein de clients sympas qui m'attendent. Se motiver en permanence par la méthode Coué, un truc que Rudy a appris grâce à Tom Hopkins. C'est un fidèle parmi les fidèles depuis 16 ans. Il ne manque jamais une occasion d'écouter la parole divine en cassette avant d'aller démarcher des clients. It all starts with self-image. First of all, it's a mere reflection of who we think we are. Tom a développé une méthode qui me permet de faire des ventes. Il utilise certaines techniques. Par exemple, parler lentement. C'est quelque chose que j'essaye d'intégrer dans mon vocabulaire. Parce que quand vous êtes sur le terrain, vous êtes nerveux, vous parlez vite. Moi, j'ai tendance à bafouiller. Pour vendre de l'assurance vie, Rudy fait du porte-à-porte. Sur le terrain, il applique régulièrement la même méthode. Règle numéro 1, entrer dans l'univers du client en créant un contact amical. Hey, bonjour, comment ça va? Vous écoutez de la bonne musique? Règle numéro 2, garder le sourire et faire sortir le client. Il s'agit alors de le retenir sur le pas de sa porte, le temps de lui présenter les atouts d'une police d'assurance vie. Si vous investissez quelques dollars, vous gagnerez des milliers, voire même des dizaines de milliers de dollars, pour vous et votre famille. Mais Rudy sait qu'il a encore des progrès à faire, il se heurte encore trop souvent à un mur. La plupart des gens n'aiment pas les vendeurs d'assurance. La plupart des gens se protègent contre les vendeurs en général. Dans notre société, les gens sont tellement sollicités qu'ils érigent un mur pour se protéger. Le bon vendeur, c'est celui qui arrive à contourner ce mur et à toucher le client, droit au cœur. Doug Ritchie n'a que 23 ans, c'est un tout jeune vendeur. Dans sa voiture, pas de cassette de Tom Hopkins, mais un pense-bête avec les 10 commandements de son maître qu'il apprend par cœur. Je ne dois pas être jugé sur le nombre de fois où j'échoue, mais sur le nombre de fois où je réussis. Donc pour réussir, il faut parfois que j'échoue. Je ne dois jamais abandonner. Doug vend des services d'entretien de jardin, fertilisation, dératisation. Ce jour-là, il négocie l'entretien de la pelouse d'un particulier. Un contrat de 2500 francs par an. Si l'affaire marche, Doug touchera une commission de 12%. Mais qu'est-ce que c'est que ces 17 $? Il faut que vous regardiez les deux montants. L'affaire n'est pas gagnée. Avant de signer, le client vérifie le contrat dans les moindres détails. Doug n'a pas l'habitude, il s'embrouille. Mais alors, ça va me coûter combien tout ça? Écoutez, c'est un montant annuel et le total est en bas de la page. Ici, regardez. Doug ne conclura pas la vente. La méthode Hopkins, il ne l'a pas encore complètement intégrée. Mais dans quelques jours, il a une vraie opportunité. Son entreprise va lui payer un stage de formation. Le stage de Tom Hopkins va vraiment me permettre d'avoir plus d'impact sur mes clients. Ça va me permettre d'apprendre mot à mot les techniques de vente. Vous savez, je ne connais pas encore bien la méthode Hopkins et j'ai encore du mal à faire face aux refus des clients. Tampa, en Floride. C'est dans ce complexe hôtelier que Tom Hopkins organise son stage de formation. Il y a là 300 vendeurs venus des 4 coins de l'Amérique. Ils veulent tous se perfectionner. Parmi eux, on retrouve Doug avec ses collègues de sa société d'entretien de jardin. Il y a là aussi Rudy, notre vendeur d'assurance. Tous ont dépensé 5000 francs pour suivre une formation intensive de 3 jours, animée par leur maître Tom Hopkins, en personne. Et ce costume très particulier, c'est sa tenue pour ouvrir le séminaire. Une tenue militaire, c'est un rituel.
Vous vous habillez toujours comme ça? Uniquement pour les stages d'entraînement. C'est sympa de commencer comme ça. Tout mon staff étant militaire, ça met les gens dans l'ambiance. C'est symbolique. Et puis, si je ne m'habillais pas comme ça, ceux qui sont déjà venus seraient déçus. Ils adorent ça, vous savez. Ça va? Et elle est bien dans le dos? Allez, je suis prêt. On va leur donner la pêche. Et voilà, Tom Hopkins, le pape de la vente aux États-Unis, en panoplie complète du général Patton, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les couloirs de cet hôtel de luxe, personne n'est surpris. Hi, Gisela. Yeah, you're Hi. wonderful. Oh, thank you. J'utilise l'image du général Patton pour mon stage de formation. Vous savez, c'est une sorte de camp militaire. Ça les motive, je suppose. C'est vrai que Patton motivait bien ses troupes. Eh oui, c'est pour ça que je l'utilise. On se souvient de lui comme de quelqu'un de dur, comme d'un gagnant. Et on a gagné la guerre, hein? L'hymne américain chanté dans la grande salle de réception de l'hôtel. Debout, la main sur le cœur, les 300 vendeurs du stage écoutent solennellement le chant à la gloire du drapeau. C'est maintenant une véritable messe patriotique qui commence. Et maintenant, veuillez accueillir le général Tom Patton Hopkins. Une entrée fracassante. Pour ces vendeurs, c'est un moment inoubliable. Et Tom Hopkins ne va pas les décevoir. Son premier discours, c'est un discours guerrier, à la gloire de la vente, à la gloire de l'Amérique. Merci, merci. Nous sommes en guerre. Et notre ennemi quotidien, c'est la complaisance, le manque de discipline et la médiocrité. Les Américains sont par tradition des vainqueurs. Ils aiment la compétition, ils aiment se dépasser. Et pourquoi pas? On a la plus forte économie du monde, on a les plus belles opportunités du monde, alors vous n'avez pas d'excuses. Il faut que chacun utilise au maximum tout son potentiel personnel. Ils sont tous au garde à vous. Ici, le militarisme de Tom Hopkins, son costume, ne choque personne, bien au contraire. Regardez l'histoire de France, regardez Napoléon, et ce qu'il a fait avec ses soldats. Le matin, ils hurlaient tous, ils étaient enthousiastes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris d'assaut toute l'Europe. Vous allez me dire que ça ne marche pas? Bien sûr que ça marche. C'est un sang nouveau, ça vous excite. Les troupes sont bien remontées, Tom Hopkins peut quitter son costume et passer aux choses sérieuses. Première leçon, comment ramener en permanence le client au produit qu'on veut lui vendre. Pour sa démonstration, il fait monter une élève sur scène qui joue le rôle du client potentiel. Dans un jeu de cartes, Tom Hopkins va lui vendre un 3 de carreau. Et regardez comment il oriente sans cesse le désir de son client. Il y a deux couleurs, rouge et noir. Voudriez-vous choisir entre le rouge et le noir? Noir. Tom Hopkins va donc dire à sa cliente qu'il lui reste le rouge. Si elle avait dit rouge, on aurait répondu « Parfait !» Dans les cartes rouges, nous avons les cœurs ou les carreaux. Voudriez-vous choisir entre les cœurs et les carreaux? Carreau. Parfait! Tout consiste donc à enfermer le client pour qu'il soit obligé de prendre ce que vous lui proposez. Vous préférez le 3 ou le 5 de carreau? Le 5 de carreau. Il nous reste donc le 3, n'est-ce pas? Oui, en effet. Eh bien, bravo, et je suis sûr que ce produit vous plaira. Un petit tour de passe-passe qui prend l'allure d'une démonstration, et ça suffit selon lui pour tout vendre. Mais le séminaire n'est pas uniquement une série de cours. C'est aussi un concours entre les 300 participants. Pour gagner, il faut connaître le plus parfaitement possible les 94 préceptes édictés par Tom Hopkins.
Rudy, notre vendeur d'assurance, les apprend par cœur. Je ne dois pas être jugé sur le nombre de fois où j'échoue, mais sur le nombre de fois où je réussis. Je ne dois jamais abandonner. Je ne dois pas être jugé sur le nombre de fois où j'échoue, mais sur le nombre de fois où je réussis. Ce n'est pas un peu du lavage de cerveau? C'est une question intéressante. C'est vrai que c'est du lavage de cerveau, mais on est tous plus ou moins embrigadés dans la vie. La différence ici, c'est que ce lavage de cerveau est volontaire. C'est un choix. Je le fais pour que ces choses positives pénètrent dans mon cerveau. Deuxième jour, entre tous les cours, les élèves révisent. Car plusieurs fois dans la journée, ils seront soumis à une sorte de contrôle continu consacré aux 94 définitions du bon vendeur. Hey! Oh! All right! Et ça commence avec le jeu du saut. L'objectif de Tom Hopkins, maintenir sans cesse en éveil l'esprit de compétition de ses élèves. Celui qui saute le premier doit réciter par cœur une des définitions de Tom Hopkins. Il peut ainsi gagner des points pour le concours. Je veux une définition de l'échec, il faut que ce soit mot à mot. Et attention, s'il fait une erreur, les autres, vous sautez, pour pouvoir le corriger. Et chaque bonne réponse vaut 100 points. L'échec n'est jamais un échec, mais une chance de développer mon sens de l'humour. Non, faux! Le moindre mot oublié et on passe au suivant. L'échec, c'est une expérience enrichissante. Une autre. L'échec, c'est l'occasion de développer mon sens de l'humour. Encore une autre. L'échec, c'est une onde négative. C'est l'onde négative. Vous avez quand même gagné 100 points. Allez les autres, applaudissez-la. Les préceptes de Tom Hopkins ne datent pas d'hier. Il les a écrits il y a 25 ans. Ils figurent tous dans ce cahier de cours. C'est la Bible de ses vendeurs. 50 pages de conseils, comme par exemple les 17 mots à bannir. Devant un client, ne jamais dire contrat, mais accord. Autre terme interdit, acheter. Il faut dire posséder. Et à entendre les anciens élèves, la méthode est payante. C'est mon 3e camp d'entraînement. J'ai eu le trophée du meilleur élève l'année dernière et je suis devenue la meilleure vendeuse dans mon entreprise. L'avantage de ce séminaire, c'est que pendant toute l'année sur le terrain, vous oubliez la méthode Hopkins. Et quand vous revenez ici, vous vous dites « Ah oui, mais c'est ça que j'aurais dû dire à mon client. » Je me sens bien, j'ai la pêche. Je me sens bien comme ça tout le temps. Allez, tous ensemble maintenant. Une nouvelle dose de méthode Coué, mais cette fois pour un exercice très particulier. C'est maintenant qu'il faut acheter. Si vous n'achetez pas aujourd'hui ou demain, je ne pourrai plus vous faire un tel prix. Tom Hopkins, le professeur, se transforme maintenant en VRP. Grâce aux 300 élèves chauffés à blanc, il va accroître encore un peu plus sa fortune. Il leur propose ses livres, ses vidéos et ses cassettes audio, le tout pour 725 francs. Là encore, il applique une de ses techniques, rendre le prix dérisoire. Sur un an, c'est 725 francs, mais en fait, ça ne vous coûte que 60 francs par mois. C'est-à-dire seulement 14 francs par semaine. Et je suis heureux de vous annoncer que ça ne fait que 2 francs par jour. Tom Hopkins a réussi son coup. Ils sont bluffés. Donc vous profitez de ce stage pour vendre vos produits. Je fais exactement ce que je leur apprends. Si je venais pour voir le meilleur prof de vente et qu'il n'arrivait pas à réussir ce qu'il m'enseigne, je dirais qu'il n'est pas crédible. Et ça marche. Près de 100 000 francs de produits vendus au séminaire, c'est un élève sur 2 qui achète. Rudy, lui, à tout prix. Je sais que Tom Hopkins va gagner de l'argent là-dessus. Mais moi, ce qui m'importe, c'est combien je vais gagner après avoir étudié tout ça. Dans l'hôtel, c'est désormais une course contre la montre, plus qu'une nuit avant le test final. Ils veulent tous décrocher le trophée Hopkins du meilleur élève. Pour être infaillible à l'examen,
Rudy a choisi une méthode. Il a décidé de réviser, en montant et en descendant, l'escalier de service de l'hôtel. Interrogation orale pour Doug, notre jeune vendeur de produits de jardin. Believe that a good decision was only as good as the facts. 65 étages plus tard, Rudy est complètement conditionné. Il ne pense plus qu'à ça. Rudy, that interests you, yes sir. Never seen failure. 2 heures du matin, personne n'est encore couché. Chacun sa méthode, et tout ça pour apprendre à vendre. C'est comme les Marines. Oui, c'est un peu comme les Marines. Ça vous plaît? Absolument, oui, je m'éclate. C'est excitant de savoir que vous pouvez pousser ce niveau de discipline et d'effort aussi loin. Le dernier jour, c'est un dimanche. Alors que certains finissent de réviser, d'autres ont décidé de participer au rituel dominical, la messe. Dieu aime tellement le monde qu'il a envoyé son seul Fils pour nous sauver. Tom Hopkins n'est pas prêtre, et pourtant c'est une véritable cérémonie religieuse qu'il organise. Pendant la prière, toujours le même principe, on répète mot à mot la parole divine, dite par Tom Hopkins. Take control of the throne of my life and make me the person you want me to be. Thank you for Ici, il n'est plus seulement l'inventeur d'une méthode de vente, c'est presque un gourou, une dimension qui effraie certains participants. Ça me fait peur parce que l'histoire montre que les gens peuvent vraiment devenir des moutons. Et parfois, ils font des choses qu'ils ne comprennent pas et sans vraiment le vouloir. Je ne dis pas que Tom Hopkins nous incite à ça, mais je ne veux pas faire tout ce qu'il dit. Et je pense qu'il y a des gens qui disent « Tom est génial et je veux faire tout ce qu'il dit ». Le problème, c'est qu'ils perdent leur identité dans la foulée. Top départ, c'est l'heure de l'examen final. Les 300 élèves du camp planchent maintenant sur leur copie. Comme les autres, Rudy et Doug ont maintenant 1 heure pour répondre au mieux. Et pour éviter toute tricherie, il y a même des surveillants qui rôdent. En 3 jours, ils ont eu droit à 20 heures de conférence. Ils ont écouté leur maître Tom Hopkins avec passion. Un roi de la vente dont le plus grand paradoxe est qu'il ne vend plus depuis bien des années. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas exercé le métier? Oh mon Dieu, je n'ai pas fait une vente moi-même depuis au moins 25 ans. Non, 27 ans même. Mais alors comment vous faites? Mes étudiants me disent comment ça évolue sur le terrain, et puis les bases ne changent pas. C'est l'heure du palmarès. Et Tom Hopkins, une fois de plus, fait monter la pression. Chacun connaît sa note, mais pas son classement. À l'annonce de son résultat, on s'assoit. C'est fini pour Doug, fini pour Rudy. Leurs efforts n'ont pas suffi. 11 007, 11 008, 11 009, 12 000, 12 100. 12 100, bravo quand même.